Pour notre Zoom du jour, je reçois aujourd'hui Guillaume Bigot. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Guillaume Bigot, vous êtes le directeur de l'école de commerce IPAC, vous êtes essayiste, vous êtes également professeur de géopolitique, diplômé de Sciences Po et on le verra plus tard, vous êtes un ancien conseiller de ces deux hommes politiques, Charles Pasqua et Jean-Pierre Chevènement. Avant d'entrer dans le vif de notre entretien, Guillaume Bigot, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, le prochain à venir s'intitule « Populophobie, le nouveau tiers-État ». Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le propos général de ce futur ouvrage ? Oui, ça part on le voit dans le titre, de cette intuition forte de la Marseillaise qui avait parlé du tiers-État en disant « mais finalement, qu'est-ce que le tiers-État tout, et qu'est-ce que veut le tiers-État devenir quelque chose ?» Et vous voyez bien, on était à la veille de la Révolution française. Cette notion de tiers-État, c'est que finalement, le barycentre du pouvoir ne pesait pas sur le centre de décision. Et la séquence, entre guillemets, j'utilise ce terme, c'est celui consacré par nos politiques, la séquence Gilets jaunes a montré ça, a montré finalement que le pouvoir politique, au sens des décisions politiques, mais aussi de qui est aux manettes, qui prend les décisions, dans un régime en plus démocratique, où il doit y avoir une représentation du peuple, eh bien, ce barycentre n'est pas du tout représenté. Et donc, ça m'est apparu assez clairement. Et en réfléchissant à cette tripartition, vous savez, la noblesse, le clergé et le tiers-État, on retrouve peu ou prou même ces proportions. C'est-à-dire que les énarques, de manière un peu élargie, avec les gens qui ont fait des grandes écoles, qui se retrouvent dans les états-majors du CAC 40, mais qui se retrouvent aussi dans la haute fonction publique. Noblesse de robe un peu et noblesse d'épée. Noblesse d'épée parce que dans l'ancien régime, il fallait tirer l'épée pour protéger le roi, protéger la veuve et l'orphelin. C'est ça qui justifiait des privilèges. Eh bien aujourd'hui, les gens on ne tire plus l'épée, mais on fait de l'argent sur les marchés financiers, on fait de l'argent dans la mondialisation, à l'exportation, et c'est ça qui justifie un certain nombre de privilèges, bien sûr. On brade le patrimoine de la France. Et je pense que cette capacité à créer des richesses, elle est évidemment très intéressante. Il faut protéger nos entrepreneurs, mais à condition qu'il y ait quand même un intérêt général qui soit servi. Et donc la noblesse a eu un rôle social en France et elle s'est écroulée à partir du moment où elle ne tirait plus l'épée, ou en tout cas elle n'avait plus d'effet de fonction de protection de l'intérêt général. Et on retrouve aussi finalement cette fonction un peu des clercs, du clergé. C'est peut-être l'électorat de Macron, c'est 20-25%, c'est des gens qui travaillent dans la communication, qui travaillent dans la publicité, qui travaillent dans les services, ce sont les journalistes, ce sont les juges, ce sont les gens qui ont des professions intellectuelles et qui sont pour moi les prieurs de la mondialisation. C'est-à-dire qu'ils prient en permanence pour plus d'ouverture, plus de tolérance, plus d'immigration et pour la défense du système de concurrence pure et parfaite. Donc vous voyez, on retrouve une fonction de prieur, on retrouve une sorte de noblesse, j'ai parlé de noblesse d'épée, c'est la noblesse économique, mais aussi de noblesse de robe, c'est la haute fonction publique, et dans les proportions, on retrouve peu ou prou la même chose, et puis on a finalement plus de 80% de la population qui se trouve non servie finalement par les autorités politiques. Mais en 1789, on l'avait bien vu, la République était soutenue par tout un certain nombre d'intellectuels de ce fameux courant des Lumières. Aujourd'hui, on a un petit peu de mal à voir l'émergence de ce nouveau monde, en tout cas la représentation de ce nouveau monde. Comment vous expliquez que voilà, ce nouveau monde ait tant de mal à émerger ? Toute comparaison, en fait, fait appel à des points de symétrie, mais surtout d'analogie et des points de divergence. Donc on peut trouver dans toute situation historique des points, en effet, qui sont les mêmes et des points qui sont différents. Les points qui sont les mêmes, c'est qu'on a quand même dans, je dirais, à la fois les clercs, mais peut-être aussi à l'intérieur de cette noblesse, il y a quand même, on sent une sorte d'effervescence. Il y a des gens qui pensent le coup d'après, qui ne sont plus d'accord. Alors évidemment, on n'a pas un Boris Johnson qui va en quelque sorte trahir sa classe, qui lui est issu de l'aristocratie et qui va dire, qui peut réciter Homère en grec, il l'a montré, mais qui dit ça suffit. Moi, je vais servir l'intérêt général, je vais servir le peuple, donc je vais non pas complètement arrêter la mondialisation, on tombe dans la caricature des adversaires politiques,
de ce changement de politique. Mais par contre, il y a vraiment chez les clercs, je trouve, on voit des Michel Onfray, on voit des Éric Zemmour, on voit des Alain Finkielkraut, on en voit, alors ils ont cet âge-là, mais il y a des gens beaucoup plus jeunes, je pense à mon avis David Jace par exemple, il y a des Bérénice Levé, enfin on a toute une effervescence intellectuelle qui est très intéressante. On a collé cette étiquette de néo-réac, mais à mon avis, il y a des gens autant qui se réclament de la droite, qui se réclament de la gauche, ou qui se réclament d'ailleurs du plafond, comme dirait Chateaubriand, c'est-à-dire ni de la droite ni de la gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, en fait, en face de nous, des gens comme Geoffrin, des gens comme l'essayiste Alain Minc, qui étaient ultra dominants, ultra puissants, et qui n'avaient quasiment pas d'adversaires, qui était tellement facile pour eux de les réduire en poussière. On joue à front renversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile, quand on organise par exemple des colloques, de faire venir des gens qui vont défendre le mainstream. Alors, ils sont très puissants économiquement, ils sont très puissants politiquement, mais ils sont nuls, absolument nuls, et ils n'ont plus aucun argument. Ils ne représentent plus qu'eux-mêmes. Oui, parce qu'à la fois ils ne représentent plus qu'eux-mêmes, mais surtout parce qu'ils n'ont plus de pensée élaborée. C'est un paradoxe. Leur paradigme est absolument dominant. Ils tirent toutes les ficelles, mais ils n'ont plus un seul argument à avancer. Et ça, on y reviendra sans doute, mais je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas de vectorisation de cette réalité dans le champ politique, c'est-à-dire que le champ politique appartient toujours au vieux monde. La contestation appartient toujours au vieux monde, c'est-à-dire qu'il s'agisse de Mélenchon ou qu'il s'agisse de Marine Le Pen, on a des politiques qui s'inscrivent à l'intérieur du schéma mental de leurs adversaires, en disant mais finalement, nous sommes contre la mondialisation, nous sommes contre l'immigration, nous sommes contre, disons, une politique austéritaire. Mais à aucun moment, ces adversaires ne disent d'abord pourquoi ils sont eux, c'est évidemment très important, et deuxièmement, ils ne montrent qu'en face, toutes les trends et toutes les décisions qui sont prises mènent à la catastrophe. Vous ne pouvez pas rembourser la dette. Si vous la remboursez, l'économie va s'écrouler, par exemple. Vous ne pouvez pas continuer une politique d'ouverture migratoire. Parce qu'effectivement, il va y avoir bel et bien une guerre civile et un problème d'ordre public extrêmement grave. Vous ne pouvez pas non plus continuer, disons, à redistribuer à l'intérieur d'un carcan qui est celui de l'austérité et qui est celui de l'euro. Vous ne pouvez plus avoir une politique effectivement de redistribution sociale. Cet en même temps-là est totalement interdit. On entre dans une phase de contradictions qui sont intenables. Et donc au lieu de pointer les contradictions chez nos adversaires en leur disant mais écoutez, ils vous disent qu'il n'y a pas d'autre système, mais leur système prend l'eau de toutes parts et nous avons une autre solution et voilà quelle est la solution. Eh bien, les acteurs politiques d'aujourd'hui, Mélenchon et Le Pen principalement, si on caricature, vont se situer à l'intérieur du logiciel et du cerveau des gens qui sont en place, alors qu'ils n'ont plus d'arguments. J'aimerais, Guillaume Bigot, maintenant m'adresser aux professeurs de géopolitique. On a vu ces derniers jours, et même ces derniers mois, une escalade de violence entre les États-Unis d'un côté, l'Iran de l'autre. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette crise du Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez que Donald Trump a envie vraiment réellement d'une guerre avec l'Iran alors qu'il est en pleine campagne présidentielle? Alors je ne dirais pas que c'est un théâtre d'ombre, mais il y a un aspect, si vous voulez, de commedia dell'arte, et il y a un jeu de ces acteurs qui jouent en réalité à l'apocalypse et à l'escalade. Mais le jeu est extrêmement cadré, à mon avis, du côté américain comme du côté iranien. C'est assez comparable à ce qu'on avait à la fin de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Aucun des deux acteurs n'était prêt et ne voulait une guerre ouverte qui serait infiniment trop coûteuse et pour le régime iranien qui perdrait le pouvoir assurément et pour les Américains qui ne peuvent en aucun cas encaisser une guerre contre un pays de 82 millions d'habitants et l'Iran c'est quand même 3 fois la surface de la France. Ça ne rimerait à rien de bombarder simplement l'Iran, il faudrait intervenir au sol. Donc on est, si vous voulez, dans un jeu d'échecs. N'oublions pas que les Iraniens ont inventé le jeu d'échecs. Ce sont des gens extrêmement subtils. Dans le cas des Américains et dans le cas des Iraniens, nous avons deux États qui sont rationnels, deux États qui servent leurs intérêts. Et on a aussi un patriotisme extrêmement puissant dans les deux camps. Donc finalement, les deux dirigeants, que ce soit Donald Trump et Ali Khamenei, je pense ont manœuvré leurs pions dans cette affaire de sorte à servir les intérêts de leur pays. Alors pour comprendre ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis récemment, il faut se replacer au début de cette séquence. C'est lorsque le président Trump va dénoncer les accords de Vienne.
Là, une partie d'échec, un bras de fer va s'engager entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran, très intelligemment, va essayer de détacher d'abord l'Union européenne des États-Unis. Et puis, ils vont s'apercevoir que, malheureusement, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ce qu'on savait, mais aussi la France, en dépit des rotomontades du président Macron, sont des paillassons, en fait, de géopolitique des États-Unis pour l'instant, et ils n'ont aucune espèce d'autonomie et de marge de manœuvre. Et donc, les Iraniens vont passer à une phase 2. Ils disent, bon, on n'arrive pas à détacher l'Union européenne des États-Unis, on n'arrive pas à faire pression contre Trump. Ils vont néanmoins bien appliquer très correctement les accords de Vienne en montrant leur bonne volonté et disent maintenant, ça suffit, on change de discours. Donc, on va reprendre l'enrichissement d'uranium et surtout, on va essayer de manière progressive et tactique de porter des coups contre les États-Unis. Et c'est ainsi qu'ils ont tiré des roquettes, tiré des missiles, en utilisant les milices, bien sûr. Et ils ont fait quelque chose qui a été peu, je pense, pointé par la presse, mais c'était quand même quelque chose d'assez incroyable sur le plan tactique. Ils ont empêché l'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur de pétrole du monde, ils ont divisé par 2, alors certes en 48 heures, mais c'était quand même très impressionnant, avec une attaque de drone extrêmement bien conduite, ils ont réussi à couper en 48 heures par 2 le volume de brut mis sur le marché par l'Arabie Saoudite. Avec la Saudi Aramco. Exactement. Et ça, c'est un message qui est envoyé aux Américains, c'est-à-dire attention à ce que vous faites, nous sommes en mesure de riposter. Les Iraniens n'ont pas vraiment d'armée, comme l'ont les États-Unis. Mais ils jouent de manière extrêmement fine, d'abord en ayant investi massivement dans des drones qui ne sont pas très chers, mais très efficaces tactiquement. Et deuxièmement, ils ont des milices, ils ont des clients sur place. C'est vrai au Yémen, c'est vrai en Irak, c'est vrai ô combien au Liban avec le Hezbollah. Ce sont des gens qui sont relativement pauvres, qui sont fanatisés, qui sont prêts à se sacrifier et qui sont, disons, redoutables sur le plan du terrorisme et de l'action. Et donc voilà ce qu'ont fait les Iraniens pour faire monter les enchères et faire plier les Américains. Les Américains, eux, et c'est la technique de Trump, veulent faire tomber le régime. Voilà où on en est. Alors maintenant, comment peut-être on peut comprendre l'assassinat ? Pardon ? Peut-être de l'intérieur, amener la population iranienne à elle-même. C'est le but des Américains. C'est exactement le but. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, in fine, les États-Unis n'ont pas intérêt à ce que l'Arabie Saoudite devienne la grande puissance musulmane de la région ? Est-ce que les États-Unis n'ont pas intérêt à préserver un certain équilibre dans la région ? Je crois que depuis le 11 septembre, les Américains savent que l'Arabie Saoudite est fragile. N'oublions pas que l'essentiel des kamikazes du 11 septembre venaient d'Arabie Saoudite, et qu'il y a un malaise au cœur de l'islam sunnite, et en particulier l'islam sunnite qui est porté par l'Arabie Saoudite. Donc la politique des Américains, c'était vrai avec l'intervention en Irak, c'est se trouver des clients de substitution qui soient à leurs mains, et si possible, c'est l'idéologie un peu simpliste américaine, des vitrines démocratiques, un peu comme le Japon après la Seconde Guerre mondiale ou l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Et dans leur optique, donc ça a échoué en Irak. Ça a échoué en Irak parce que, en même temps qu'ils intervenaient, ils ont cassé l'unité irakienne, et ça s'est fait au profit de l'Iran. Et finalement, l'Iran, pour la première fois, a quasiment une façade maritime sur la Méditerranée, puisque le Hezbollah, une partie du Liban, est contrôlée par l'Iran. La Syrie est maintenant aussi, pas complètement dans la main de l'Iran, mais enfin est un allié de l'Iran, et que l'Irak est un pays où il y a des forces pro-iraniennes et où même le gouvernement est en partie téléguidé par l'Iran. Et donc l'Iran, finalement, a réussi un coup très fort. Et donc les États-Unis, leur intérêt, c'est d'avoir maintenant un gouvernement iranien qui soit un allié décent, potentiel. Or, si l'Iran n'est pas du tout ce que racontent les médias, c'est-à-dire avec une propagande terrible, c'est-à-dire finalement les gens qui vont financer en sous-main Al-Qaïda, ce qu'on nous avait raconté, ou les gens qui vont financer en sous-main Daesh, puisqu'au contraire, l'Iran est intervenu massivement, les milices chiites sont intervenues massivement, bien sûr, et que le fameux général Qassem Soleimani, qui a été exécuté par une frappe de drone américaine récemment, le 3 janvier dernier, c'était un héros de la guerre contre Daesh. Pas seulement, on reviendra sur le personnage, à mon avis, il est très important pour comprendre ce qui se passe. Adulé en Iran. Absolument, c'est quelqu'un qui avait une aura exceptionnelle, il y avait des dessins animés à son effigie, c'est un personnage à la fois de l'ombre, il dirige les services, tous les services de sécurité, il dirigeait les services d'élite de Al-Quds. C'est ça, c'est-à-dire qu'en Iran, vous avez un régime qui est un peu bicéphale, vous avez des institutions en apparence
démocratiques, enfin qui ne sont pas que en apparence. Il y a une forme de démocratie en Iran, le président est élu, il y a une assemblée nationale, et puis c'est bicéphale parce que vous avez également un aspect religieux, exactement. C'est un peu comme le parti, et puis les autorités officielles en Union soviétique. Et ce que Qassem Soleimani, il était directement à la main de l'ayatollah Khamenei. Autrement dit, c'est un homme qui avait une influence sur les services de renseignement, c'est un homme qui a eu une influence militaire, c'est un homme qui a une carrière incroyable. C'était un des premiers gardiens de la Révolution qui a participé au commando, qui a pris en otage l'ambassade américaine. Mais c'est un homme qui a été un héros de la guerre Iran-Irak. La guerre Iran-Irak, ça ne nous parle pas nous, mais c'est vraiment l'équivalent de la guerre de 14-18 pour cette région du monde, où le nationalisme perse et le nationalisme arabe se sont retrouvés dans des tranchées remplies de sang. Et puis, le général Qassem Soleimani, c'est l'homme du Hezbollah. C'est l'homme qui a infligé, pour la première fois, une défaite tactique à Israël. Je crois que c'était en 2006. Le général Qassem Soleimani, je l'ai dit, c'est aussi le tombeur de Daesh pour les Iraniens. Donc c'est une figure extrêmement populaire. M'est avis que Khamenei s'est dit, un peu comme Fidel Castro avec le Che Guevara, cet homme va me faire de l'ombre, ne peut que me faire de l'ombre. Parce qu'on me dira ce qu'on veut. Le 3 janvier 2020, lorsque Qassem Soleimani arrive à l'aéroport de Bagdad, je me demande comment la frappe de drone peut opérer. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une information extrêmement précise pour frapper un homme comme Qassem Soleimani, qui est un professionnel de la sécurité. J'aimerais que l'on parle à présent un peu plus de vous, Guillaume Bigot. Vous avez grandi en Seine-Saint-Denis. J'aimerais savoir comment vous voyez la montée de l'islam dans votre département d'origine. Vous, quand on évoque cette notion du grand remplacement, vous la niez. Comment voyez-vous justement alors cette montée de l'islam et sur cette notion du grand remplacement ? D'abord, je ne la nie pas, mais je me trouve dans une situation assez inconfortable parce que, comme vous l'avez rappelé, j'ai grandi dans ces fameux quartiers, en Seine-Saint-Denis et puis ensuite dans le 20e arrondissement, et à cheval entre les deux, à la porte de Bagnolet. Et donc j'ai vu se mettre en place ce phénomène de glissade finalement hors de la République et hors de la nation française. C'est un phénomène assez complexe à mesurer, à maîtriser. En général, on ne voit que l'arbre, on ne voit pas la forêt qu'il cache. L'arbre qu'on voit, c'est le djihadisme, parce que c'est bien sûr ce qui est beaucoup plus spectaculaire, ce sont les attentats. Mais derrière les attentats, il y a une idéologie. Cette idéologie, elle se répand avec des gens qui ne sont pas des partisans des attentats, qui sont parfois des gens en apparence, ou en tout cas dans un premier temps tactiquement absolument non violents, et même résolument non violents. C'est la raison pour laquelle nos autorités peuvent trouver intéressant de dealer avec eux dans un cadre électoral, ou trouver un intérêt à mettre en place, disons, une paix sociale. Oui, une paix sociale, exactement, d'acheter une paix sociale. Et ayant grandi dans ces quartiers, effectivement, je n'ai cessé de, à modeste mesure, de tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire, le périphérique... Vous avez vu le changement bien sûr, depuis ces 30 dernières années. Le changement, il est que c'est mis en place d'abord une sorte de, j'appellerais la mentalité Scarface, enfin tout ce qui est cette espèce de contre-culture adolescente, délinquante, contre-culture de rue qui vient des États-Unis, très violente, très agressive à l'égard de la police, le gangsta rap, une sorte de... Voilà, tout gamin de banlieue se prend, c'était mon cas aussi, on se prenait tous pour Scarface. Enfin, l'idée, c'est vraiment... et ça, c'est un point très important à comprendre parce que c'est un monde adolescent, disons, enfant, qui est sorti de l'influence des adultes. Deuxième aspect des choses, il y a un aspect économique extrêmement important, qui existait déjà, mais qui est monté en puissance. C'est-à-dire, ce sont les fameux trafics, qui ont mis en coupe réglée ces quartiers, qui ont eu pour effet, en effet, c'est ce que un sociologue appelle la guerre des yeux, qui a été perdue par les Français de souche ou les Européens, parce qu'il y a beaucoup par exemple, d'immigrés portugais, plus d'1,5 million, qui sont complètement dissous maintenant de la population française. On les voit plus à l'œil nu, on ne sait pas, et tout le monde se fiche de savoir s'ils ont des origines immigrées ou pas. Il faut rappeler aussi quand même que ces quartiers, et on reviendra sur la notion de grand remplacement, ce sont des lieux de transit. J'ai vu beaucoup de jeunes d'origine africaine, d'origine maghrébine, sortir de ces quartiers. Ce ne sont pas des... Non, c'est très important. Il y a
à peu près 30% de gens, et beaucoup plus d'ailleurs pour les jeunes filles, qui sortent de ces quartiers et qui sont assimilés. N'y a-t-il pas aussi des Français dits de souche qui sortent de ces quartiers, justement? C'est ce que je vous ai dit. Ouais. Oui, non, il y a des Français de souche qui sortent massivement de ces quartiers, de sorte qu'il y a bien moins de mixité qu'à mon époque. Mais en revanche, à mon époque, ça avait déjà commencé, ça a heureusement continué. Il y a des gens, y compris d'origine musulmane, africaine ou maghrébine, qui ont grandi dans ces quartiers et qui en sont sortis. Donc il y a quand même un minimum de mobilité sociale. C'est très important, c'est quelque chose qui a rejailli dans la crise des Gilets jaunes aussi, parce que moi je considère qu'il y a eu une gabegie énorme effectivement avec cette politique de la ville, mais enfin il y a quand même eu des investissements importants et surtout il y a un facteur géographique. Il ne faut pas oublier que ces fameux quartiers, ils sont souvent en bordure de ces grandes métropoles, lesquelles sont connectées à la mondialisation. Alors d'une certaine façon, vendre du cannabis, être femme de ménage chez des bobos, etc., garder les enfants de bobos dans des quartiers, disons, de villes mondialisées, c'est quand même être en contact avec le monde économique et avec des courants ascendants. Donc ces jeunes sont en situation d'échec, personne ne peut en disconvenir. Mais il y a quand même eu une assimilation importante, on va y revenir. Donc premièrement, il y a cette mentalité, cette contre-culture agressive. Le phénomène Scarface. Deuxièmement, le trafic. Le trafic s'est installé de manière territoriale. Il y a eu une prise de contrôle par des jeunes, par des adultes malfaisants, qui sont des trafiquants de drogue, entre autres, mais il y a d'autres types de trafic. Et là, c'est très important parce qu'il y a vraiment eu une glissade, et une glissade économique hors de la société française, avec d'autres circuits économiques. Et enfin, et c'est là où la boucle finit d'être bouclée, c'est que maintenant, il y a cette idéologie. Donc une idéologie, c'est l'islamisme, plus une organisation économique parallèle, ce sont les trafics, plus une contre-culture de jeunes extrêmement violente et agressive. Et donc vous avez tous les ingrédients qui sont mis en place pour un mécanisme de sécession. Donc là où je deviens moi-même schizophrène, c'est que quand je parle à des gens qui sont très inquiets par, disons, cette sortie hors de la République, ils pensent qu'il y a un risque de subversion totale. C'est la théorie, par exemple, de Michel Houellebecq, c'est-à-dire, ça va être la soumission. Comme si l'islamisme, comme si la petite bête allait manger la grosse. Comme si une religion qui est, même si elle est très dynamique, même si elle est très dangereuse, même si elle implique des risques d'ordre public très très sérieux pour l'avenir du pays, allait convertir comme ça. Comme si il y a 5 Français... sur 100 Français, il y a 5 musulmans. Sur ces 5 musulmans, vous n'en avez pas 5 qui sont des salafistes, ni des islamistes, encore moins des djihadistes. Vous en avez peut-être, et c'est déjà beaucoup, 2,5. 2,8 dit l'étude d'El Karoui. Aujourd'hui, quand on parle de grand placement, il faut avoir des données en tête. Michel Tribala, qui est une démographe qui est tout qui donne sûrement pas dans le politiquement correct, Michel Tribala dit que sur 100 naissances en France aujourd'hui, il y a 18 naissances de gens dont au moins un des parents sont musulmans. Ça veut dire que dans 20 ans, vous pourriez vous retrouver, si tous ces gens-là devenaient des islamistes fanatiques, vous vous retrouviez à 8 contre 2. Mais est-ce qu'on a oublié que la France a pris Moscou? Est-ce qu'on a oublié que, je ne sais pas, 15 000 officiers français ont tenu d'une main de fer tout le Sahel et quasiment toute l'Afrique pendant presque un siècle? Est-ce qu'on a oublié Guillaume Bigot, le temps avance. J'aimerais qu'on évoque rapidement 2 questions pour finir. Vous vous définissez comme homme de gauche. Vous avez soutenu la candidature de Jean-Pierre Chevènement en 2002 avant de devenir le conseiller de Charles Pasqua, homme de droite. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui vous accuseraient d'avoir retourné votre veste? Peut-être que j'avais une veste d'avance, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai pas tellement eu besoin de la retourner. Moi, cette question de la gauche et de la droite à la fois ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui lie justement ces 2 hommes, Chevènement, Pasqua? On pourrait poser la question à l'envers. Qu'est-ce qui les sépare avec le temps et avec le recul? Emmanuel Macron nous a sortis d'une sorte de théâtre de Guignol où la gauche jouait Guignol et puis la droite jouait le gendarme et puis ensuite on changeait de rôle et la droite prenait le rôle de Guignol et la gauche prenait le rôle de gendarme. Mais en réalité, tout ça, c'était Pepsi-Cola et Coca-Cola. Donc on avait la classe dirigeante qui était d'accord sur l'essentiel des choix de politique macroéconomique, d'accord, si vous voulez, d'une certaine façon,
une politique économique de droite et une politique sociétale, comme on dit, une politique de valeurs de gauche en quelque sorte. Voilà, comme si les bourgeois avaient décroché le crucifix au-dessus de leur lit. Mais jouir sans entrave et faire du business sans entrave, quel qu'en soit le prix social, finalement, c'est un individualisme forcené. Alors, est-ce qu'on appelle ça de la gauche ou est-ce qu'on appelle ça de la droite? Est-ce qu'on regarde le fait de retirer le crucifix en disant, vous voyez, il n'y a plus de valeur, donc ces gens-là sont plutôt très à gauche? Ou est-ce qu'on regarde l'aspect économique et social des choses? Moi, il me semble quand même que si les mots ont encore un sens, il faudrait d'abord redéfinir profondément la droite et la gauche. Avec le recul, Chevènement et Pasqua étaient en réalité dans le même camp, à 80% de leur prise de position. Ils n'étaient opposés que dans un théâtre d'ombre, lequel s'est écroulé depuis l'avènement de Macron, l'élection de Macron. Et deuxièmement, si les mots ont encore un sens, la gauche, c'est probablement le fait qu'on ne veuille pas, qu'on veuille renverser l'ordre établi, le statu quo. D'une part, c'est un peu la notion de progrès, de modifier l'ordre établi. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec cet ordre établi? Est-ce qu'on est d'accord avec une politique macroéconomique d'austérité? Est-ce qu'on est d'accord avec le fait, justement, qu'on laisse glisser un certain nombre de nos territoires et de nos populations hors de la République? Est-ce qu'on est d'accord avec le libre-échange sans restriction avec la Chine ou avec les États-Unis? Peut-être à titre d'illustration, voilà, vous pourriez Donc, nous... si vous êtes contre ça, je pense que vous êtes plutôt à gauche. Et le deuxième facteur, le deuxième critère d'appréciation, est-ce que vous êtes pour défendre les petits contre les gros? C'est ça la question. Justement, sur l'actuelle réforme de les retraites, et ça sera ma dernière question, Guillaume Bigot, diktat de Bruxelles, cette réforme, ou réalité économique? Ce sont les deux. C'est une réalité économique qui s'inscrit dans la conception économique de Bruxelles. Ça a été très bien expliqué par mon ami François Asselineau. Sont bien sûr les GOPE, les grandes orientations de politique économique européenne qui demandaient instamment aux autorités françaises de réduire les dépenses sociales, et donc toutes ces réformes vont dans ce sens. Il s'agit aussi de réduire l'endettement, le ratio d'endettement, et donc d'augmenter les impôts. Donc là, vous avez le déclenchement de l'affaire des Gilets jaunes avec la hausse des taxes sur les carburants, et vous avez deuxièmement la réforme des retraites. Là où ce phénomène est quand même assez curieux, d'abord c'est que on a un président de la République qui est complètement sorti du champ politique en réalité. C'est-à-dire qu'il ne fait plus de la politique, il fait du management, ou il fait de la gestion. Il a un comportement qui est caractéristique d'un PDG en entreprise. On a l'impression d'ailleurs... qu'il est un contrôleur de gestion. C'est plutôt le manager de la République que le président de la République. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'a pas compris que ses actionnaires, en fait, étaient les Français. Que le peuple français étaient ses actionnaires. Il a peut-être aussi quelque part des comptes à rendre à ceux qui l'ont propulsé à la tête de la France. Oui, mais je crois qu'il y a... Parce qu'il n'y a pas... Il y a beaucoup d'intelligence chez Emmanuel Macron, mais il y a aussi... je pense qu'il n'y a pas que du cynisme. Quand on fait de la politique, il y a une dimension cynique, mais la dimension non cynique et sincère d'Emmanuel Macron, elle est à l'égard de l'Union européenne, elle est à l'égard du projet. Si vous voulez, il a un projet de FUSAC, c'est comme un PDG qui aura un projet de fusion-acquisition. Et ses actionnaires, ils se trouvent à Bruxelles. Ses actionnaires, ce sont ses partenaires allemands, et notamment les retraités allemands. Voilà, et donc il doit rendre des comptes, effectivement, à ses actionnaires. Donc les Français sont une sorte de variable d'ajustement, en quelque sorte, puisqu'il a un plan. Mais il est, je pense, absolument sincère. Merci Guillaume Bigot d'être venu sur le plateau de TV Liberté. On aura le plaisir, j'espère, de vous revoir, notamment pour la présentation de cet ouvrage à paraître en mars, Populophobie, le nouveau tiers-État. Merci Guillaume Bigot. Merci à vous.